Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'hypothèse d'un crime est confortée dans l'affaire des disparus du Grand Bornand. L'empreinte génétique des 5 membres de la famille a bien été retrouvée dans les taches de sang. C'est ce qu'a révélé tout à l'heure le procureur. La grève repart au service des urgences des hôpitaux. Elle s'étend à toute l'île de France. Le vote se déroule en ce moment même. Trop de monde et trop peu de postes, disent les médecins. Nous serons en direct de l'Assemblée Générale avec Patrick Pelou à l'hôpital Saint-Antoine. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir. Et à propos de grève, cette nouvelle journée sans école demain, 40 à 50% de grévistes attendus dans les écoles primaires d'après les syndicats. Faut-il revenir sur les principes pédagogiques de l'après 68? C'est le dossier de cette édition. Un Américain à Paris et un Américain de très haut rang, John Ashcroft, ministre de la Justice, participait au G8 consacré à la sécurité avec le sourire. En ces temps troublés, c'est à noter. Gros plan sur la nouvelle banque de données contre la pédophilie sur Internet qui a été annoncée tout à l'heure. Enfin, l'alliance du TGV et de la haute couture. Voici les nouveaux wagons tels que vous les découvrirez à partir de 2005. C'est le projet du couturier Christian Lacroix qui a finalement été choisi. Direction donc la Haute-Savoie pour commencer. L'affaire des disparus du Grand Bornand garde ses mystères, mais la piste criminelle est maintenant au cœur de l'enquête. Les minuscules taches de sang retrouvées dans le chalet portent bien la trace ADN des 5 membres de la famille, les 3 enfants et les 2 parents. Sur place, Benoît Gadret, Thierry Monnier. Les scientifiques de la gendarmerie avaient passé 4 jours dans le chalet au début de l'enquête. Ils sont revenus ce matin pour de nouveau examiner les traces de sang. Des traces minuscules découvertes dans les rainures du parquet. Elles semblent avoir résisté à un grand nettoyage. Ce sang que l'on ne peut dater a été confié à un expert en ADN. Sur les traces de sang relevées, il a pu déterminer, retrouver les 5 ADN de la famille Flactis. Ça veut dire en langage plus clair qu'il y a du sang qui provient de chacun des membres de la famille Flactis. A-t-on identifié l'empreinte génétique d'une 6e personne? Le procureur refuse de confirmer cette information donnée par le journal Le Parisien. On sait en revanche que le chalet a été visité quelques jours après la disparition. 2 ordinateurs portables, des vêtements, des compacts disques ont disparu. De même, il se confirme que le 4x4 aperçu pendant plusieurs jours ici, au Petit Bornand, est bien celui de la famille recherchée. Les Flactis ont-ils été assassinés? Y a-t-il eu un drame familial? Ont-ils organisé leur disparition? Même si cette dernière hypothèse semble s'éloigner, l'enquête reste très ouverte. Vous avez plusieurs hypothèses. Chaque hypothèse, si vous la confrontez aux éléments du dossier, vous trouvez des éléments pour la conforter. Vous trouvez aussi quelques éléments pour l'affaiblir. Demain, les gendarmes spéléologues poursuivront leurs recherches. Le massif des Aravis regorge de grottes et de lapia, autant de caches pour dissimuler des indices. On reste dans le domaine judiciaire avec l'ouverture à Aix-en-Provence du procès de 2 caïds du milieu, Pascal Perletto et Antoine Cossu, procès qui donne à la ville des airs de camp retranché, tireurs d'élite sur les toits, hélicoptères dans le ciel. Les accusés sont considérés comme particulièrement dangereux. Reportage Laurent Di, Benoît Jourdain. Des maîtres chiens et des artificiers à la recherche d'explosifs, c'était ce matin, en levée de rideau d'une journée placée sous le signe de la sécurité. Rien que sur place, plus de 60 policiers pour sécuriser les environs du tribunal. Et puis c'est l'arrivée des accusés, toutes sirènes hurlantes, avec escorte du GIPN et même une couverture aérienne. Pour les avocats, difficile de travailler dans ce climat. Un contexte extrêmement lourd du fait, je vous le dis, de la présence des services de l'ordre. On a déplacé le marché, tout ça est hallucinant. Tout à l'heure, les accusés ont comparu avec des chaînes aux pieds. Il est très difficile de pouvoir communiquer avec eux. Sur les bancs, une dizaine de personnes accusées de trafic de drogue. Pascal Perletto, par exemple, selon les enquêteurs, c'est le parrain du Var. Son frère, Franck, qui serait la gâchette du groupe, sera le grand absent. Il s'est évadé il y a quelques jours. Enfin, il y a aussi Antoine Cossu, dit Tony L'Anguille, un proche de Francis le Belge, la figure emblématique du grand banditisme marseillais. Du beau linge donc, qui justifierait des mesures exceptionnelles. Il convient d'assurer la sérénité des débats, d'assurer autant que faire se peut la sécurité aussi bien des magistrats que des fonctionnaires du palais, des riverains éventuellement, et je dirais même la sécurité éventuelle des accusés eux-mêmes. Puisque je rappelle qu'il y a quelques semaines, les accusés qui ont été remis en liberté ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Du côté des Aixois, aux premières loges, on oscille entre indifférence et agacement. Il manque un petit peu de parking, mais à part ça, tout va très bien.
Aujourd'hui, ça nous gêne bien. On a eu, au point de vue clientèle, on a eu quand même moitié moins de gens que d'habitude. 2 mois d'audience à tenir et le marché déplacé pour l'occasion pourra revenir s'installer sur la place du Palais. Justice et médecine maintenant. Pour la première fois, l'assistance publique Hôpitaux de Paris est renvoyée devant le tribunal correctionnel en tant que personne morale pour homicide involontaire. Les faits remontent à 4 ans. Un enfant d'1 an et demi, hospitalisé pour une gastro-entérite à l'hôpital Trousseau, avait trouvé la mort quelques jours plus tard suite à une erreur de diagnostic. Florence Mavic, Didier Rancoeur. Le 1er février 1999, le petit Olivier, 19 mois, est admis aux urgences de l'hôpital Armand Trousseau. Il souffre d'une gastro-entérite aiguë. L'établissement bénéficie d'une solide réputation pédiatrique. La maman d'Olivier le croit entre de bonnes mains. Mais l'état de santé de l'enfant se dégrade rapidement. 9 jours plus tard, il décède. Une intense déshydratation a entraîné un arrêt cardiaque. La mère d'Olivier porte plainte. Une information judiciaire est ouverte. Ses conclusions sont éloquentes. Il n'a pas été pesé au moment de son admission, alors que l'on sait qu'en matière de gastro-entérite, c'est quand même un élément de référence très important. Il a ensuite été examiné par une étudiante en médecine qui n'a pas signalé le cas de cet enfant particulièrement au médecin responsable du service. Et il a ensuite été laissé aux soins d'une aide-soignante qui n'a pas su diagnostiquer la dégradation de son état. L'enquête va mettre en lumière une incroyable série de fautes et de graves dysfonctionnements dans les services qui ont suivi l'enfant. De l'erreur de diagnostic à l'aide-soignante qui fait office d'infirmière sans en avoir la qualification. Poursuivie en justice en tant qu'instance de tutelle des hôpitaux de Paris, l'assistance publique n'a pas souhaité s'exprimer autrement que par un communiqué, afin, dit-elle, de préserver la sérénité nécessaire au débat. Le procès devrait débuter début juin. 10 employés de l'hôpital Trousseau sont également mis en cause. Et cette affaire intervient alors que les services des urgences sont dans la tourmente pour de toute autre raison. La grève est en train de faire tache d'huile. Dès demain, elle s'étendra, sauf coup de théâtre, à toute l'Île-de-France. Les médecins urgentistes réclament des créations de postes pour compenser le passage aux 48 heures hebdomadaires. Merci d'être avec nous, Patrick Pelou. Vous êtes le président de l'association de ces médecins urgentistes en France. Les raisons du malaise d'abord avec Agnès Monteux et Sophie Rodier. 7 à 8 fois par jour, c'est le même stress. Le départ dans l'urgence pour aller sauver des vies. On part chez un diabétique de 86 ans qui convulse. Ce métier d'urgentiste, Florence le pratique depuis 10 ans. D'accord, c'est une passion pour elle, mais 3 gardes de nuit et parfois jusqu'à 100 heures de travail par semaine, ça fait beaucoup trop. On est loin des directives européennes qui fixent leur temps de travail à 48 heures par semaine. Les jeunes qui veulent faire cette profession, ils sont découragés, donc il y a de moins en moins on a de plus en plus de difficultés à faire les listes de garde parce que plus personne ne veut faire une profession où on travaille 50 heures par semaine sans réel statut. Florence, comme tous ses collègues du centre 15 de Seine-Saint-Denis, est en fait gréviste. Est-ce que vous pouvez voir si ces personnes... Cela ne se voit pas, ils sont tous réquisitionnés par le préfet, obligés de venir. Depuis 10 ans, le nombre d'appels n'a cessé d'augmenter, mais pas celui des urgentistes. 18 médecins, c'est trop peu. En fait, il faudrait pour que ce service fonctionne ici environ 34 médecins, c'est-à-dire 16 de plus, quasiment le double. Aujourd'hui, les exemples de postes qu'on a créés... Cette situation, beaucoup de médecins urgentistes la vivent. Ce soir, ils devraient décider d'élargir le mouvement à toute l'Île-de-France. Dans nos hôpitaux, dans nos services d'urgence, la situation n'a jamais été aussi grave depuis au moins 10 ans. Le malaise est aujourd'hui très fort. En tout, sur toute la France, il manquerait près de 2000 médecins urgentistes. Voilà, 2000 médecins, on va y revenir avec vous, Patrick Pelou. Vous participez à cette assemblée générale dont vous êtes sorti quelques minutes pour nous rejoindre. Juste un mot d'abord, la grève a été votée pour l'Île-de-France ? Pas encore parce que les débats viennent de commencer, mais il est fort possible, vu d'abord l'ensemble des représentations sur l'Île-de-France qui sont venues, que la grève soit en effet votée. Patrick Pelou, la tendance, elle est à la rigueur du côté du gouvernement, dans la fonction publique, y compris dans la fonction publique hospitalière. Alors dire il manque 2000 postes, le gouvernement lui en a prévu la création de 3500, mais sur les 3 ans à venir. Est-ce que vous espérez vraiment qu'on va créer de nouveaux postes au service des urgences dans les hôpitaux? Ça n'est pas du tout la tendance. Oui, il y a peut-être la rigueur du gouvernement, mais moi j'ai la rigueur pour les malades et la qualité des soins. Donc évidemment, ce n'est pas forcément le même débat.
Mais là, c'est sûr que d'entendre non seulement les urgentistes, mais aussi les médecins spécialistes qui sont venus nous voir ce soir, je peux vous dire que nous, on doit défendre une qualité du service public. Alors maintenant, si c'est une question d'enveloppe et budget, on peut se mettre autour d'une table et négocier. Mais là, il est plus temps d'attendre des rapports et des promesses. Ce qu'on demande, c'est des actes. Patrick Pelloud, à quoi sert vraiment la grève, puisqu'on voit qu'il y a des assignations faites par les hôpitaux et même des réquisitions par les préfets. Donc finalement, vous travaillez ? Oui, mais quelque part, l'expression sociale, je crois qu'il est intéressant qu'elle se base sur finalement le dialogue et un mode de contestation qui ne perturbe pas plus la prise en charge des malades. Je ne crois pas qu'il y ait un conflit social qui mérite de remettre en cause la sécurité des malades. Je pense que les différents ministres sont suffisamment responsables pour qu'on entame le dialogue et qu'on n'aille pas jusqu'à une épreuve de force qui s'envenimerait. Alors on l'a entendu, il y a de plus en plus de personnes qui se présentent aux urgences et de moins en moins d'heures de travail, ne serait-ce qu'à cause de cette directive européenne qui impose le retour à 48 heures hebdomadaires au lieu de 70 à 80 parfois aujourd'hui. Est-ce que la solution, ça n'est pas de mieux canaliser ces gens qui se présentent aux urgences? Un rapport de la Cour des comptes indiquait que 25% d'entre eux, 1 sur 4, n'avaient rien à faire aux urgences et que finalement une simple consultation médicale aurait suffi. Oui, c'est ça. Et puis généralement, quand on accueille quelqu'un qui a écrit ce rapport de la Cour des comptes, il faut le prendre en charge tout de suite, même si ce n'est pas urgent. Donc si vous voulez, ce que l'on dit, c'est que c'est une mission de service public. C'est une mission de solidarité. L'un des derniers services qui existent, et c'est en quelque sorte la lumière dans la ville, ce sont les services des urgences. Ces services accueillent tout le monde. C'est la meilleure preuve de l'équité face à l'accès aux soins et à un moment qui est toujours très pénible puisque c'est la prise en charge des urgences. Le problème des urgences, et c'est ce qu'on voit partout en Europe, le problème des urgences, c'est l'hôpital, c'est l'aval. Et on ne peut pas discerner la prise en charge des urgences de l'ensemble de la problématique hospitalière. Maintenant, le débat, il est de nous donner des moyens pour qu'on puisse travailler. Des moyens en infirmières, des moyens en surveillants, des moyens en personnel, en urgentistes et des moyens pour faire un travail digne tel que des patients finalement le demandent. Merci Patrick Pelloud d'avoir été avec nous et on suivra bien entendu l'évolution de ce conflit. La sécurité maintenant, la sécurité internationale avec la réunion des ministres de la Justice et de l'Intérieur des 8 plus grands pays industrialisés. C'était à Paris aujourd'hui. On a parlé terrorisme et blanchiment d'argent. On a surtout remarqué la présence de John Ashcroft, le ministre américain de la Justice qui avait fait le déplacement. C'est le premier membre du cabinet de George Bush à se rendre en France depuis la crise diplomatique entre les deux pays. Paul de Genève, Sylvain Dauba. Quels sont les premiers mots de Nicolas Sarkozy et de Dominique Perben à John Ashcroft ce matin? Rien de bien secret. Le ministre américain de la Justice explique qu'il a passé une bonne nuit à Paris. L'ambiance est cordiale et devient même amicale. Pour la presse, il se contente d'un « bonjour, comment allez-vous » mais évitera de répondre à nos questions. John Ashcroft est le premier membre de l'administration Bush à venir en France depuis le début de la crise franco-américaine. C'est un dur de l'équipe Bush. C'est lui qui dirige la lutte antiterroriste aux États-Unis et sur ce point, officiellement, les deux gouvernements se retrouvent. Les désaccords, vous les connaissez, ils sont réels, mais là, ce n'est pas un désaccord sur le fait de lutter contre le terrorisme. La présence de John Ashcroft est là pour le témoigner. Il a beaucoup participé ce matin à nos travaux. Ainsi, la France et les États-Unis, ensemble, présideront un groupe de travail sur la biométrie. Il s'agit d'inscrire sur le passeport soit les empreintes digitales, l'iris de l'œil ou la forme du visage. Autre sujet moins consensuel abordé ce soir par Dominique Perben et John Ashcroft, le sort des prisonniers capturés en Afghanistan et détenus à Guantanamo. Des prisonniers dont 6 Français, sans statut et sans aucun moyen de se défendre. Un certain nombre de familles françaises et un certain nombre d'observateurs français considèrent que la situation est immobile, est inchangée et est préoccupante. John Ashcroft dit avoir pris acte. Dans 2 semaines à Évian, Jacques Chirac et George Bush aborderont tous les autres sujets. Ils devront au moins en discuter à défaut de s'entendre. Et parmi les annonces faites aujourd'hui, la création d'une banque de données internationale pour lutter contre la pédophilie sur Internet. Un système ingénieux. Explication Jérôme Soulard, Zinzine Boudaoud. Des images insoutenables d'enfants dénudés, exploités ou violés. Chaque jour, ils s'en échangent des milliers sur le réseau Internet. Une abondance de clichés difficiles à traiter pour les enquêteurs de la police judiciaire. La mémoire individuelle ne suffit pas toujours. Bonjour.
La dernière affaire de viol a été intégrée dans la base mineure. Elle est intégrée sur le poste. Alors, depuis quelques mois, on utilise donc une base de données informatique, 70 000 clichés et surtout un logiciel de calcul. Objectif, retrouver l'origine de chaque cliché répertorié. À partir de cette image de l'enfant, donc on trouve le lien vers le lieu où s'est déroulé le viol. Les Suisses sont interpellés également. Voilà, les Suisses ont interpellé l'auteur et identifié les victimes. Le progrès technologique, c'est ce logiciel. À partir d'une simple photo, à l'aide de ces points ajoutés par l'opérateur, il analyse, mesure chaque détail de la pièce, du décor, d'un mot relevé sur un journal ou un t-shirt. 70 000 photos et des milliers de critères recoupés en temps réel. On identifie ainsi des violeurs ou leur appartement. On retrouve plus facilement des victimes. On a réussi à identifier sur l'année 2002 5 victimes de viol ou d'attouchement sexuel et d'interpeller 3 auteurs. Les Suisses, les Américains du FBI sont déjà équipés de ce système. Lors du pré-sommet du G8 aujourd'hui à Paris, les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont lancé un programme unique de coopération. Si Internet et ses dérives ne connaissent pas de frontières, les polices européennes semblent aujourd'hui prêtes à faire face. L'actualité à l'étranger, d'abord l'Irak, nouveau succès pour les États-Unis, nouvelle arrestation, celle de Houda Saleh Mehdi Hamash, alias Madame Anthrax ou Madame Microbe, puisqu'il s'agit d'une biologiste soupçonnée d'avoir travaillé à la fabrication d'armes interdites. Elle avait été formée aux États-Unis. Il s'agit de la seule femme sur la liste des 55 personnes recherchées. 19 d'entre elles ont déjà été interpellées. On en sait par ailleurs un peu plus sur la nouvelle organisation du pouvoir en Irak. Premier élément, une force de stabilisation sera mise en place, sans l'ONU ni l'OTAN, mais avec la Pologne ou le Danemark. Second élément, une direction transitoire irakienne rassemblant 8 ou 9 personnalités sera désignée d'ici 3 semaines. Hervé Guéquière. Jay Garner veut accélérer la remise en route de la machine irakienne. Pour lui, les prochaines semaines seront décisives. Nous commençons maintenant à voir ce qui pourrait être l'émergence d'un gouvernement. En fait, pas vraiment un gouvernement, mais un groupe de dirigeants qui travailleraient à la mise en place d'un processus démocratique. Les responsables pressentis sont pour certains déjà connus. Il y a Ahmed Chalabi, chef du Congrès national irakien, opposant historique de Saddam Hussein. Il y a aussi les 2 leaders kurdes, Massoud Barzani et Jalal Talabani. Ou encore Abdelaziz Hakim, un chiite de l'Assemblée de la Révolution islamique, proche de l'Iran. En tout, les Américains pensent à 8 ou 9 personnalités censées représenter la diversité et la complexité politique irakienne. Militairement, Washington envisage de partager l'Irak en 3 zones, le sud britannique, le centre américain et le nord, en fait le Kurdistan, sous contrôle polonais. La Pologne, qui a envoyé juste avant la guerre 200 hommes en Irak, mais qui surtout est un allié fidèle des États-Unis depuis le début de la crise. Varsovie se voit donc remerciée par Washington. Le but des États-Unis est de réduire leur effectif militaire de 132 000 à 100 000 hommes dès l'automne prochain. Enfin, les Nations Unies n'ont toujours pas de rôle défini en Irak. Et surtout la France, l'Allemagne et la Russie sont totalement écartés du processus. L'Amérique n'est pas prête de pardonner leur opposition à la guerre. Les premiers pas également d'un pouvoir local cette fois, à Mossoul, la plus grande ville du Nord. Quelques 200 personnalités réunies par l'armée américaine ont voté et elles ont désigné un conseil municipal de 24 membres. L'équilibre ethnique est minutieux. Le maire sera arabe, le maire adjoint kurde, avec 2 assistants, l'un turkmène, l'autre assyrien. Voilà pour la grande politique entre guillemets. Les soldats américains usent aussi de moyens plus terre-à-terre pour faire repartir les services publics. Le dollar par exemple, c'était jour de paye aujourd'hui pour les fonctionnaires. Envoyés spéciaux Maryse Burgot, Jean-François Renaud. Ces Irakiens cherchent du travail. Ils attendent parfois toute la journée devant les différentes bases des forces américaines à Bagdad. Pour éviter l'explosion sociale qui menace, ces soldats ont donc reçu l'ordre de procéder à la distribution de quelques salaires. La mission concerne ce matin les employés de la bibliothèque municipale de Bagdad. Les dollars sont prêts, mais il faut d'abord sécuriser la zone et ouvrir les portes cadenassées à cause des pillages incessants. Le capitaine remet au directeur des coupures en dollars et pour ne pas heurter les susceptibilités, les Américains ne distribueront pas eux-mêmes les billets verts. Vous pouvez commencer à payer vos employés dès que vous êtes prêts.
$20 par personne, l'équivalent de 2 mois de salaire pour ces fonctionnaires sans ressources depuis début mars et sans occupation puisque la bibliothèque a été pillée. La distribution se fait sous la surveillance étroite des soldats américains et dans la salle, les regards en disent long sur ce que ces hommes et ces femmes considèrent souvent comme une humiliation. Il vaut mieux ne pas réfléchir. C'est comme si notre identité s'effaçait. Mais il faut bien qu'on accepte cet argent pour survivre. 27 000 fonctionnaires ont reçu jusqu'à ce jour ce salaire d'urgence versé par les Américains. Une goutte d'eau alors qu'une grande majorité d'Irakiens est sans ressources depuis la fin de la guerre. Pour payer ces salaires, les Américains ont puisé dans les 2 milliards de dollars confisqués sur des comptes bancaires irakiens aux États-Unis. La générosité de George Bush a des limites. Et une dernière image de l'Irak, cette vidéo sans doute dénichée dans un des palais de la famille de Saddam Hussein. À l'image, Koussaï, le fils cadet de l'ancien tyran, en plein travaux d'éducation. Le voici avec ses 2 fils. Que fait-il? Eh bien, il leur apprend à tirer, à manier le fusil mitrailleur, escorté par quelques domestiques pour le confort. Koussaï a 36 ans, il contrôlait l'appareil de sécurité et la diplomatie du régime. Nul ne sait évidemment s'il est encore vivant et le cas échéant où il se cache. Le Proche-Orient, première rencontre entre le nouveau chef du gouvernement palestinien Abou Mazen et William Burns, l'adjoint de Colin Powell, qui est lui-même attendu dans la région dimanche. William Burns demande aux Palestiniens l'arrêt des violences et aux Israéliens l'arrêt de la colonisation. Les États-Unis espèrent mettre fin au cycle de la violence. Chaque semaine, chaque jour apporte son lot de victimes civiles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, et avec l'habitude, lorsque nous vous en parlons, elles se résument souvent à un chiffre, à un bilan. Eh bien, voici le visage de l'une de ces victimes, une jeune fille française, serveuse dans le bar de Tel Aviv, pris pour cible par un kamikaze palestinien mercredi dernier. Elle fait partie des 4 morts et il se trouve qu'elle avait été filmée, interviewée quelques heures avant par une équipe de la télévision tchèque. À Jérusalem, Loïc Delamornay. Pavla est vivante, elle est tchèque, elle réalisait un documentaire sur la vie nocturne israélienne sous la menace des attentats. Lieu choisi, le Mike's Place. L'un des bars réputés les plus sûrs de Tel Aviv. Toutes ces images ont été tournées quelques instants avant l'attentat. Il y a le vieux Eli et sa bouille d'éternel babacool. Il y a Avi, le garde, qui empêchera le terroriste d'entrer. Son geste épargnera de nombreuses vies, lui est grièvement blessé. Sur scène, les musiciens, 2 d'entre eux vont mourir. Et puis, il y a Dominique. C'est un peu l'égérie des clients qui aime son sourire français. Elle confie à l'équipe qu'elle a échappé à un attentat il y a 2 ans. Je dînais chez des amis, on devait rejoindre d'autres copains au Dolphinarium, une boîte de nuit. Au moment de partir, la mère de mes amis a insisté pour qu'on reprenne du gâteau, alors on est resté une demi-heure de plus. C'est sur la route qu'on a appris l'attentat, pile à l'heure où on aurait dû y être. Ça tient à ça. C'est par goût du large, plus que par religion, que Dominique était venue s'installer en Israël il y a 6 ans. Juive et française, et depuis peu israélienne, elle se considérait pourtant toujours comme une invitée sur cette terre. Je ne crois pas que ce pays soit à moi, sous prétexte que je suis juive. Il ne le sera jamais, même si j'y reste 20 ans. Ce pays appartient aux gens qui y sont nés, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Avec l'équipe, elle avait beaucoup discuté de la fatalité, de la manière dont on oublie les bombes, de l'envie et de la nécessité de vivre. Dominique n'était pas un numéro anonyme dans un décompte de victimes d'attentats. Son seul numéro, c'était son âge, 29 ans. Après un attentat, on appelle tout le monde au téléphone. On regarde la télé pendant des heures. Mais après, il faut penser à soi. Vous apprenez à vivre avec ça. Vous apprenez. Et la vie doit continuer. Les obsèques de Dominique Haas ont été célébrées cet après-midi au cimetière de Bagneux, près de Paris. Que cette mort ne suggère rien d'autre que la tolérance et la paix, a souhaité son père à cette occasion. En bref, l'affaire des 31 touristes européens disparus au Sahara algérien, une affaire en passe d'être dénouée. C'est ce qu'a affirmé un correspondant de la radio d'État algérienne dans la région, qui a précisé que les randonneurs
retourneront bientôt dans leur pays. On ne sait toujours pas qui sont les ravisseurs, brigands ou islamistes, ni quelles sont leurs revendications. Le ministère du Tourisme algérien lui a démenti pour sa part toute négociation. L'image qui secoue l'Italie. Silvio Berlusconi devant les tribunaux. Le président du Conseil devait répondre aujourd'hui d'une accusation de corruption de magistrats dans les années 80. À Rome Isabelle Stess, Dominique Merlin. Cris et bousculades dans les couloirs du tribunal de Milan. Silvio Berlusconi est pris à partie. Respecte la démocratie, respecte la dignité des Italiens, hurle un homme. Silvio Berlusconi est blême, il sort d'une longue déposition devant les juges. Image inédite du chef du gouvernement italien. Au fond, derrière les barreaux, c'est co-inculpé dans une affaire de corruption pour le rachat d'une société dans les années 80. Ce matin, Silvio Berlusconi s'est présenté spontanément à la barre, ce qui lui permet de témoigner pendant 1 heure sans répondre aux questions des juges. Et comme la meilleure défense est l'attaque, il charge son adversaire politique, Romano Prodi, l'actuel président de la Commission européenne. Silvio Berlusconi se dit victime d'une campagne de diffamation des juges. Ce même tribunal a condamné un de ses proches à 11 ans de prison la semaine dernière dans une affaire similaire. Et le gouvernement envisage maintenant de rétablir l'immunité qui avait été supprimée en 1993 pour lutter contre la corruption généralisée de la classe politique lors de l'opération Main propre. Le dernier bilan des tornades meurtrières aux États-Unis, au moins 29 morts dans le Kansas, le Missouri, le Tennessee. Les dégâts sont très impressionnants. Image commentée par Amaury Guibert. La tornade avance et rien ne peut l'arrêter. Avec des vents de 300 km/h, la ferme commence à s'envoler. Plus loin, une autre tornade qui arrache tout sur son passage. Autour, c'est le sauve-qui-peut général. Hier, près de 80 tornades ont frappé le centre des États-Unis, plus particulièrement le Kansas, le Missouri et ici le Tennessee. Quelques habitants errent dans les ruines de leurs maisons. Rares sont ceux qui ont échappé au sinistre. La tornade ne fait pas de détails. On dirait que le bureau de poste a été coupé en deux. Le toit du centre civique est parti et beaucoup de commerces autour sont détruits. Depuis hier, les sans-abri se comptent par milliers. L'état d'urgence a été décrété dans le Kansas et le Missouri. Le bilan, 29 morts en une seule après-midi. La catastrophe paraît exceptionnelle et pourtant ici, c'est de saison. À chaque printemps, le même phénomène. Des masses d'air chaud et humide remontent du golfe du Mexique. Au centre des États-Unis, elles rencontrent de l'air froid qui descend du nord. Les différences de température sont énormes et donnent naissance aux tornades. Du mois d'avril au mois de juin, c'est la haute saison aux États-Unis. 1 millier de tornades s'abat sur le pays. Bilan, 80 morts, 300 millions d'euros de dégâts en moyenne. Et c'est comme ça tous les ans. Aux États-Unis, toujours le courage et la lucidité d'un alpiniste dans le massif des Rocheuses, coincé par un rocher d'une demi-tonne qui écrasait son bras. L'homme, très aguerri, s'est amputé avec un couteau de poche pour se dégager avant de descendre seul en rappel et de marcher 8 km. Étienne Lénard. Le parc national de Canyonland dans l'ouest américain est un régal pour les yeux et un paradis pour les alpinistes. À 27 ans, Aaron Ralston, grimpeur confirmé, était parti pour une course de plus dans un canyon escarpé. Apparemment, il a coincé son bras droit entre la paroi du canyon et un rocher. Et le rocher a basculé sur le bras. Il tiendra 5 jours comme cela, accroché à la montagne, l'avant-bras coincé. Plus d'eau, plus de nourriture. Le jeune homme prend alors une terrible décision. Il s'est fait un garrot et il a coupé son bras en dessous du coude avec son couteau de poche. Aaron Ralston a même la force de descendre en rappel jusqu'au pied du canyon avant que les équipes de secours alertées par ses proches à Aspen dans le Colorado où il habite ne le localisent. Il était très calme. Il nous a dit « Je m'appelle Aaron. Est-ce que vous êtes à ma recherche ? J'ai dû amputer mon bras. Pourriez-vous me conduire à l'hôpital ?» Les médecins qui saluent son incroyable courage et son exceptionnelle condition physique ont annoncé qu'il était impossible de tenter une greffe de son avant-bras. Aaron Ralston devra désormais vivre avec une prothèse. Retour en France avec les nouveaux habits du TGV. C'est le projet du couturier Christian Lacroix qui a finalement été retenu. Vous les découvrirez, ces wagons, à partir de 2005. Les voici en avant-première. Céline Crespi, Frédéric Delarue.
Levée de rideau sur un TGV en apparence des plus banales, mais à l'intérieur entièrement relooké. Ambiance quasi cérémoniale et un heureux lauréat, Christian Lacroix, cette fois affublé d'un costume de designer. Le projet a été préféré à 2 autres pour habiller dès 2005 certaines rames du TGV Atlantique. À 20 ans, le TGV enfile là un intérieur 3e version. À la fois, elle apporte du confort, elle apporte de la qualité de vie dans le train à nos clients et en même temps qu'elle marque une rupture qui fasse que le TGV reste toujours avec une longueur d'avance. Et la rupture est nette. La patte Christian Lacroix, c'est pour la 2e classe, des couleurs chatoyantes, des sièges asymétriques, des lumières modulables et 7 cm de plus pour allonger ses jambes. En première, plus de sobriété, même si le couturier a osé des murs couleur brune. Le plus des prises internet, mais la copie est encore à revoir. Le reproche, entre guillemets, c'est une première peut-être un peu sage, à la limite du morne, c'est un mot qui a été prononcé, et peut-être une seconde, au contraire, trop ludique, trop criarde. Dans 5 ans, 183 rames seront ainsi relookées. Une nouvelle journée sans école demain, non pas à cause des ponts du mois de mai, mais en raison d'un nouvel appel à la mobilisation lancé par les principaux syndicats de l'enseignement qui prévoit entre 40 et 50% de grévistes, par exemple, dans le primaire. Image ici des préparatifs à Bio, près de Nice. Il s'agit de protester contre le projet de décentralisation de certains personnels et les arbitrages budgétaires, on y reviendra demain. Et au-delà de ces questions d'organisation et de moyens, Luc Ferry, le ministre de l'Éducation, a également ouvert un débat qui promet d'être animé sur les priorités de l'enseignement. Faut-il l'adapter aux élèves? C'était l'idée pédagogique, très en vogue après mai 68, ou bien revenir de façon plus stricte aux savoirs fondamentaux? C'est le dossier de cette édition, il est signé Nabila Tabouri, Frédéric Faure. 1945, blouse grise et rang serré, on ne badine pas avec la discipline. Quant aux leçons, elles s'apprennent dans la douleur. Mars 2001, dans un collège sensible de Toulouse, c'est carrément le désordre. Entre les deux, mai 68, ses pavés et ses slogans, il est interdit d'interdire. En même temps que les étudiants, l'école aussi fait sa révolution. Plus d'élèves, plus de diplômés et la nécessité de s'adapter à la diversité de son public. L'élève est placé au centre du système. Un principe aujourd'hui jugé démagogique par Luc Ferry. On a trop oublié cette dimension de transmission et des valeurs que les enfants n'inventent pas mais qu'ils découvrent, qu'on leur transmet. Et cette dimension également de transmission des savoirs que là aussi les enfants n'inventent pas mais découvrent et qu'ils ne construisent pas tout seuls. Du coup, le ministre milite pour de nouvelles formes d'autorité. L'autorité, c'est pas forcément un terme négatif, enfin Oui, une notion négative, et il me semble qu'elle est nécessaire. Salle des professeurs d'un lycée parisien, les enseignants évoquent leurs difficultés et s'échangent des conseils. Quand je pose une question, il n'y a pas de réponse, on ne veut pas me répondre. Bon, donc au bout d'un moment, je prends ma craie, je leur dis de prendre leur cahier et puis d'être bien aimable et de vouloir noter dans leur cahier ce que moi j'écris au tableau. Très franchement, c'est une horreur. Traditionnel ou moderne, chaque professeur a donc sa méthode. Pour Catherine Henry qui enseigne les lettres, l'objectif c'est de transmettre sa passion. Je n'ai pas envie d'être ce qu'ont été mes professeurs pour moi. Donc je n'ai aucun désir de domination et de pouvoir vis-à-vis de mes élèves. Ceci dit, oui, je crois que j'ai une autorité, mais cette autorité, elle m'est donnée certainement par le savoir. Oui, je crois que les élèves reconnaissent d'une certaine manière le savoir des professeurs. La pierre philosophale, certains connaissaient parce qu'ils connaissent Harry Potter et bon, voilà, pierre philosophale. Jean-Michel Zakartchouk a toujours enseigné dans des établissements difficiles. Transmettre des savoirs, c'est évidemment sa priorité, mais cela suppose une pédagogie adaptée à chacun. Le risque d'un retour à une pédagogie dite traditionnelle, c'est justement de ne pas pouvoir prendre en compte les élèves tels qu'ils sont. Et on va travailler pour un petit nombre d'élèves qui sont seuls capables de suivre. Mais on peut vivre dans l'illusion, que les élèves ont bien répondu. Bon, en fait, quand on regarde de près, il y en a un quart qui va avoir répondu, mais on peut se faire croire à soi-même que ça a marché. Pour les élèves, peu importe la méthode, l'essentiel, c'est d'apprendre. Un prof, c'est pour m'apprendre des choses, ça serait bien, ça. Pour aider à grandir, non. Grandir, je peux le faire tout seul, ça. Pas besoin d'un prof pour m'aider. Épanouissement des élèves, transmission des savoirs, deux notions qui seront au cœur du débat en juin prochain au Parlement.
À propos du climat social, à noter cette déclaration de Jean-Pierre Raffarin. Il annonce une croissance zéro des dépenses de l'État l'an prochain, en 2004. La santé, avec un drame qui relance la mobilisation contre les infections contractées à l'hôpital. Le drame, c'est celui que vit l'acteur Guillaume Depardieu, le fils de Gérard. Suite à une infection de ce genre, il est en passe de perdre sa jambe. Ayant reçu des milliers de lettres, il a décidé de créer une fondation contre ces maladies qu'on appelle nosocomiales. Romuald Bonan, Philippe Turpot. Une jambe droite complètement enraidie, les séquelles d'un accident de moto en 95 et des 17 opérations chirurgicales qu'a dû subir Guillaume Depardieu. C'est au cours de l'une d'elles qu'un germe très virulent en milieu hospitalier entre dans sa plaie. Aujourd'hui, pour calmer sa souffrance, il a choisi de se faire amputer. L'enfer. La douleur, la tête, les nerfs, la fatigue. Enfin, tous les gens qui subissent ce genre de choses pourront vous le montrer. Les infections contractées à l'hôpital, ce que l'on appelle les maladies nosocomiales, touchent 800 000 Français chaque année. Entre 4 000 et 5 000 en décéderaient. Pourtant, la tendance est à la baisse. Moins 20% depuis 5 ans. Des infections dont les origines sont mal connues. Si souvent on met en cause l'hygiène dans les hôpitaux, dans 70% des cas, les patients sont infectés par leurs propres germes. L'assimilation qui est faite maintenant, c'est infection égale faute, non qualité. Mais c'est un raccourci qui est complètement faux. On ne sait pas toujours la cause. Et probablement quelques microbes peuvent pénétrer dans la plaie opératoire et chez 99 malades entraîner strictement aucune conséquence et chez un malade particulier entraîner une infection post-opératoire avec les mêmes mesures de prévention. Si le risque zéro est impossible à atteindre, notamment en réanimation, une série de mesures d'hygiène a été mise en œuvre, comme les douches préopératoires avec des produits désinfectants. Des recherches sont également en cours pour savoir comment débarrasser la peau et le nez des patients du staphylocoque doré, ce germe redoutable à l'origine des malheurs de Guillaume Depardieu. En bref, les côtes françaises n'en ont pas fini, tout à fait en tout cas avec le pétrole du Prestige. Les boulettes ramassées sur le littoral du sud finistérière ne proviennent pas d'un dégazage, mais bien des réservoirs du pétrolier. C'est le résultat des analyses. Aucune autre arrivée de fioul n'a été repérée au large. Il s'agit d'une pollution passagère, estime la préfecture maritime. Des analyses sont en cours également en Gironde et dans les Landes où quelques boulettes ont été retrouvées ce week-end. C'est un peintre français qui a suscité l'admiration des plus grands. Les toiles d'André Derain sont exposées jusqu'au 9 juin. C'est à Lausanne, en Suisse, un peu loin, donc il faut prendre le train. Mais ça vaut la peine, nous disent Michel Monpontet et Mathieu Birnen. Allez voir une exposition de peinture comme on contemple une belle journée de printemps, avec des yeux d'enfant, avides de lumière. Cela tombe bien, Derain est un faiseur de lumière. Et pourtant, l'accueil du public lors de sa première exposition en 1906 résonne encore. Ce n'est pas de la peinture, c'est du grabouillage. Il faut interdire cette exposition aux enfants. C'est un devoir de sécurité publique. Il faut faire arrêter ces jeunes gens-là. Ce sont des véritables fauves. Les pluies de lumière d'André Derain. Il est en 1906 le meilleur d'entre tous les peintres, admiré de Picasso, ami de Matisse. Il est le bonheur de peindre et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Rien, sauf une guerre. Mobilisé, le front, 4 ans durant, sans peinture, 4 ans avec la mort. 1918, à 40 ans, il est démobilisé, il revient à la vie brisée. Sur des tôles d'obus, il sculpte des suaires impavides. Et puis il se remet à peindre, mais comme s'il était un autre infiniment plus triste, terriblement plus sage. Adieu l'avant-garde. Celui qui avait sculpté ses visages rieurs semble désormais un classique ennuyeux, oublié du public, méprisé des artistes. Mais en secret, 30 ans durant, du fond de son jardin, juste pour lui, sans témoin, Derain a continué à sculpter comme le Derain d'avant-guerre, juste entre lui et lui, loin des hommes et de leur aveuglement. Jusqu'au 9 juin à Lausanne. Football, en rappel, hier soir en match en retard de la 35e journée du championnat de France, le PSG a oublié un moment les luttes de pouvoir pour battre Monaco 2-1. But signé Fiorez et Ronaldinho pour le Paris Saint-Germain. Les Monégasques qui manquent le coche sont désormais 3e. Le PSG peut encore espérer se qualifier pour la Coupe de l'UEFA. L'image du week-end, c'est ce but acrobatique de Michael Guigou, symbole de la réussite des handballeurs de Montpellier qui ont remporté, on en parlait dès hier, la Ligue des Champions. Une première pour un club français.
et 10 000 personnes pour fêter cette victoire jusque très tard dans la nuit sur la place de la Comédie devant l'Hôtel de Ville à Montpellier. Donc les joueurs étaient sur le balcon, ils ont parlé à la foule. Un anniversaire pour terminer, avant de refermer ce journal. Il y a un an, jour pour jour, Jacques Chirac était réélu président de la République. Anniversaire dans la discrétion. Une soirée saucisson vin rouge est organisée en ce moment à l'ancien QG de campagne, le Tapis Rouge. Parmi les invités, Bernadette Chirac, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, mais pas de président en vue. Jacques Chirac n'a pas souhaité s'y rendre. Et il y a un an, jour pour jour, c'était aussi la défaite donc de Jean-Marie Le Pen qui avait créé le choc en se qualifiant pour le deuxième tour. Et à cette occasion, Jean-Marie Le Pen est l'invité de 100 minutes pour convaincre dans un gros quart d'heure. Bonsoir Olivier Mazerolle, après le congrès du FN. C'est l'autre rentrée du président du Front National. Oui, bonsoir David. Effectivement, Jean-Marie Le Pen a-t-il été stoppé et le Front National avec lui d'ailleurs définitivement le 5 mai de l'année dernière lorsqu'il a été trié au second tour de l'élection présidentielle par Jacques Chirac, ou au contraire, son score du premier tour était-il un tremplin pour lui? Il affirme vouloir en profiter pour les élections à venir, notamment aux élections régionales. Alors ce soir, nous allons parler des idées du Front National, des valeurs qu'il véhicule, des propositions aussi qu'il fait, et savoir si ces propositions sont des illusions ou des réelles propositions, des réelles solutions. Nous allons en parler évidemment avec les journalistes de France 2 et du Nouvel Observateur qui est associé avec nous pour cette soirée. Et puis Jean-Marie Le Pen aura 3 interlocuteurs: Max Gallo, historien et écrivain, Christian Estrosi, député UMP des Alpes-Maritimes très proche de Nicolas Sarkozy sur la sécurité, et Manuel Valls, député maire socialiste d'Évry, qui a été en son temps le porte-parole de Lionel Jospin. À tout à l'heure Olivier, 20h55, le rendez-vous est pris. Et une dernière image puisqu'on parle de politique. Un an après, encore coïncidence, Lionel Jospin, nouvelle apparition publique. Il a voté dans sa section du 18e arrondissement de Paris pour le Congrès socialiste de Dijon. Aucun commentaire devant les nombreux journalistes présents. Lionel Jospin, c'était il y a quelques minutes. Fin de cette édition, à suivre la météo, Nathalie Riouet, encore du gris. Soirée info donc sur France 2 avec 100 minutes pour convaincre Jean-Marie Le Pen dans un gros quart d'heure. 23h10, complément d'enquête. Benoît Duquesne, émission consacrée à l'armée française. À quoi sert-elle? A-t-elle suffisamment de moyens? Avec notamment Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense. Dernier journal 1h-5, Jean-Claude Renaud. Demain dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Patrick Gobert, président de la LICRA. On se quitte avec ces images qui vont attrister les opposants à la tauromachie et réjouir les autres. Le retour d'El Cordobés à 67 ans, il reste vigoureux malgré cette charge qu'il a renversée sans le blesser. Il a fêté son anniversaire hier dans les arènes de Palavas-les-Flots. À demain.